Retour à l'antenne, après avoir entendu Gérald de Palmas, nous retrouvons Gérard Vespierre, notre analyste géopolitique pour la deuxième partie de notre émission Décryptons le monde. Vous nous avez proposé, Gérard, de tourner nos regards vers le Maghreb et plus précisément sur la situation entre le Maroc et l'Algérie. Depuis qu'Alger a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Rabat le 24 août, en quoi cette situation est-elle importante pour la France ? Tout d'abord, il s'agit de deux pays francophones avec lesquels nous avons bien sûr des liens historiques et qui sont géographiquement proches de nous. Donc ça fait beaucoup de facteurs et s'y ajoute l'importance des populations concernées. Ensemble, les deux pays représentent plus de 80 millions de personnes, n'est-ce pas ? Si on regarde la côte méditerranéenne, donc après cette nouvelle tension Algérie-Maroc, vous avez le regard qui se porte vers la Tunisie, si on porte un regard géographique, la Tunisie qui a aussi une situation politique délicate. Après la Tunisie, vous avez la Libye, qui est toujours dans une situation aussi difficile. Et si on saute au-delà de l'Égypte, eh bien vous avez Israël, la Syrie. Donc voyez-vous, toute la côte sud de la Méditerranée est dans une tension et s'y ajoute au sud de l'Algérie et du Maroc la crise sahélienne. Donc la situation spécifique de l'Algérie avec le mouvement aussi du Irak qui a déstabilisé son appareil politique. Effectivement, nous sommes maintenant dans une zone pratiquement continue de tension au sud de la Méditerranée jusqu'au Sahel. Mais quels sont les facteurs qui ont déclenché une telle tension entre l'Algérie et le Maroc pour aller jusqu'à la rupture des relations diplomatiques ? Eh bien, ces facteurs sont multiples et relèvent de considérations territoriales historiques entre ces deux pays, de décisions marocaines et de décisions internationales récentes. Donc il y a l'histoire et l'histoire tout à fait récente. Et enfin, les agissements politiques algériens à visée politique interne, à visée politique intérieure. Donc, si on prend ces différents facteurs, effectivement, le royaume marocain a une longue histoire, n'est-ce pas ? Et a eu une couverture géographique bien au-delà de ses frontières actuelles. Dans son histoire, il rayonnait jusqu'en Mauritanie actuelle, une partie du Sahara. Il y a eu une organisation avec un roi, avec un royaume, pas forcément bien sûr à Rabat ou à Casablanca, mais à Marrakech aussi et dans d'autres villes. Donc il y a eu un rayonnement que nos voisins algériens n'ont pas connu. Il n'y a pas eu la même structure historique de l'histoire algérienne. Donc, quand est arrivé le mouvement des nationalités affirmées, le moment des indépendances, en 1956 pour le Maroc, 1960 pour la Mauritanie, 1962 pour l'Algérie, eh bien, s'est posé pour le Maroc l'opportunité, l'envie de reconquérir certains de ces territoires historiques d'un grand Maroc, ce qui a déclenché en 1963 la guerre des sables entre le Maroc et l'Algérie. Vous voyez, tout de suite après l'indépendance globale, tout de suite après l'indépendance de l'Algérie, le Maroc essaye de reconquérir un certain territoire. Donc voilà pour le dispositif, si vous voulez, historique et ses conséquences relativement récentes, 1963. Ensuite, 10 ans plus tard, quand le Sahara espagnol devient Sahara occidental, le Maroc cherche à asseoir son autorité sur ce territoire et l'Algérie soutient le parti de la République arabe sahraoui. Donc, voyez-vous, on retrouve ce qui s'est passé dans l'histoire, ce qui s'est passé dans les années 60. Eh bien, dans les années 70, il y a toujours ce conflit territorial entre le Maroc et l'Algérie. Donc, actuellement, le Maroc contrôle 80% de ce territoire est qualifié par l'ONU de non autonome. Enfin, le dossier se rouvre fin 2020 par la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté marocaine
sur le territoire donc, de cet ex-Sahara occidental. Donc, le soutien algérien à une indépendance de ce territoire est une façon de répondre au Maroc de ses visées et puis aussi d'essayer d'obtenir la réalisation d'un rêve, à savoir un accès à la façade atlantique. Il y a donc effectivement un véritable contentieux territorial historique entre ces deux pays qui alimente leur animosité réciproque. Mais face à ce différend, n'y aurait-il pas un autre ressort pour expliquer la forte tension actuelle ? Oui, Jacqueline, il s'agit d'un dossier ultra sensible puisqu'il s'agit des relations avec l'État d'Israël. Donc la décision très récente, 10 décembre 2020, du Maroc et d'Israël d'établir des relations diplomatiques, donc ont apporté un peu d'huile sur le feu algéro-marocain. Donc là, on est dans le cadre des accords d'Abraham et donc du désenclavement diplomatique d'Israël par les États-Unis vis-à-vis du monde arabe. Donc il y a eu des relations historiques non officielles, souples entre le Maroc et Israël, mais c'est la première fois donc qu'il y a une telle reconnaissance officielle. Donc cela vient rajouter effectivement une zone de tension, une thématique de tension entre les deux pays, l'Algérie étant historiquement beaucoup plus proche donc de la minorité effectivement arabe en Israël ou donc de la Cisjordanie. Donc on a là un autre aspect du contentieux entre les deux pays et donc la rivalité Maroc-Algérie se spécialise sur un autre front. Vous nous présentez là donc un deuxième et lourd dossier de discorde entre ces deux pays, mais encore une fois, est-ce suffisant pour justifier la rupture de relations diplomatiques ? N'y a-t-il pas d'autres éléments plus directs permettant d'expliquer cette tension et cette rupture de ces fameuses relations diplomatiques ? Eh bien, 2 étapes inattendues ont été franchies cet été. La première, au mois de juillet, le Maroc, dans une note écrite, donc très formelle, et dans le cadre d'une réunion de comité à l'ONU, a encouragé un mouvement et un référendum d'autodétermination de la Kabylie. Donc territoire bien sûr de l'Est algérien. Et là, lors d'une réunion donc, de mouvements des pays non alignés. Donc c'est un contrepoint vraiment très fort avec une énorme intensité et très sensible vis-à-vis donc du soutien des Algériens aux Sahraouis du Sahara occidental. Vous, Alger, vous soutenez un mouvement séparatiste, entre guillemets, eh bien nous aussi, on met un pas en avant vers ce dossier kabyle très très brûlant. Et donc, nous sommes au mois de juillet. Au mois d'août, le 18 août, donc Alger évoque l'implication du Maroc dans les gigantesques feux de Kabylie. Donc il ne s'agit pas d'un territoire qui soit proche et que partagent le Maroc et l'Algérie. Non, la Kabylie, c'est à l'autre bout de l'Algérie. Donc là, il y a vraiment une volonté algérienne de faire un rapport d'œil pour œil, dent pour dent, entre les deux pays, eh bien, nous, on vous accuse, puisque vous essayez de soutenir les indépendantistes ou les autonomistes kabyles, eh bien, nous vous accusons d'ingérence. Donc, l'opposition entre les deux pays devient frontale vis-à-vis de leurs intérêts territoriaux directs, chacun interférant dans les territoires de l'autre. Et peut-on considérer que vous nous avez présenté alors tous les ingrédients de la crise ? Alors, il y a un autre volet qui est celui-là purement algérien, à savoir la crise politique interne commencée par le Irak il y a donc plus d'1 an et demi. Donc cette stratégie qui a été mise au point par le pouvoir algérien, qui était de dire il y a eu un premier Irak qui était un Irak béni, et deuxièmement, maintenant, nous avons un Irak maudit, et qui est soutenu
par les Kabyles. Donc, vous voyez toute la subtilité dialectique, politique, de dire, eh bien, vous êtes d'autant plus maudits que vous êtes soutenus par les ennemis de l'Algérie, les ennemis marocains. Donc, le Maroc est utilisé habilement, dialectiquement, par le pouvoir politique algérien pour donc essayer de résoudre cette difficulté, cette très difficile situation politique que le pays connaît depuis donc plusieurs mois. La naissance du Irak, effectivement, a créé un bouleversement politique en Algérie extraordinaire. Donc non seulement avec la chute du président Bouteflika, mais avec cette vision de le système dehors. Donc il y a une volonté populaire de renverser le système qui est maintenu par l'armée et les services de sécurité et les services secrets. Donc l'ensemble de ce dispositif, donc au pouvoir, les nouveaux militaires, les services de sécurité, la police intérieure, donc essayent de communiquer de façon habile, de façon à mettre la responsabilité de la crise sur le dos des Kabyles et non pas sur la totalité de la population algérienne. Voyez-vous, donc il y a une subtilité dialectique de trouver un coupable minoritaire, de façon à pouvoir rassembler, si possible, la majorité de la population algérienne derrière elle. Donc c'est une habileté politique qui ne trompe personne, mais en tout cas, donc elle permet de communiquer, mais elle ne permet pas de faire face à la grave situation économique algérienne, la baisse de la production de pétrole, l'affaiblissement des cours du baril, l'accroissement de la population, le fait que l'économie soit lourdement, je dirais, l'objet de subsides de la part du gouvernement, et bien, le gouvernement, l'État algérien brûle 20 milliards de dollars par an de ses réserves pour maintenir un équilibre social. Donc il y a un véritable problème économique et politique en Algérie que le pouvoir actuel essaye de résoudre par ce jeu dialectique de diabolisation de la Kabylie et du Maroc. Merci Gérard de nous avoir donné en si peu de temps une description aussi précise des enjeux et des forces qui se sont mises à l'œuvre entre le Maroc et l'Algérie. Nous ne pouvons que souhaiter une action directe et positive de la diplomatie française pour apaiser ces fortes tensions qui se déroulent presque à nos portes. Chers auditeurs, notre émission Décryptons le monde se termine. Nous vous remercions de votre écoute.